Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment partout, mais qu'on ne comprend pas toujours très bien. Le stress au travail. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Pour ça, on s'appuie sur une source assez complète. LRDCIP, la prévention du stress au travail. L'idée, c'est quoi? C'est de vraiment comprendre ce que c'est, ce stress professionnel, de voir son impact réel, et surtout d'explorer un peu les solutions, la prévention, la gestion, tout ça dans le contexte français, avec ses règles. Allez, on y va. Un truc qui frappe tout de suite, c'est que le stress, c'est pas juste une affaire perso, hein. Souvent, ça cache des problèmes plus larges dans l'entreprise, dans l'organisation même. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on définit ça exactement, le stress au travail? Alors, l'idée qui revient tout le temps, c'est l'idée d'un déséquilibre perçu. D'un côté, il y a les demandes, les contraintes du boulot. Et de l'autre, les ressources qu'on pense avoir pour y faire face. Le temps, les compétences, le soutien, tout ça. D'ailleurs, l'accord national interprofessionnel de 2008, il reprend un peu cette idée. Il dit qu'une certaine pression, ça peut aller, ça peut même être stimulant, mais sur une courte durée. Par contre, quand ça devient trop fort, ou que ça dure, ou qu'on a l'impression d'être dépassé, là, le déséquilibre s'installe. Oui, tout à fait. Et ce déséquilibre, c'est pas juste dans la tête, hein. Ça déclenche de vraies réactions dans le corps. L'INRS, l'Institut national de recherche et sécurité, décrit ça très bien en 3 phases. La première, c'est la phase d'alarme. Là, face à un truc stressant, le corps, hop, il se met en alerte. C'est la réaction bien connue, combat ou fuite. L'adrénaline monte, le cœur s'accélère, les muscles se tendent. Bref, le corps mobilise tout pour réagir vite. D'accord. La réaction immédiate, quoi. C'est ça. Ensuite, si le stress continue, on passe à la deuxième phase, la résistance. Là, le corps essaie de tenir le coup. D'autres hormones, comme le cortisol, sont produites pour garder de l'énergie et essayer de s'adapter. Mais ça pompe pas mal d'énergie, ça puise dans les réserves. Ça doit être épuisant à la longue, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à la troisième phase, l'épuisement. Si ça dure encore ou si c'est trop intense, le corps n'en peut plus. Les capacités d'adaptation sont dépassées, il n'y a plus de réserve. Et c'est là que les gros problèmes de santé peuvent arriver. On parle souvent du burn-out évidemment, mais la source cite aussi les TMS, les troubles musculo-squelettiques, l'anxiété, la dépression. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment une réaction faite pour nous protéger au départ peut devenir très néfaste si elle dure trop. Je vois. Donc, c'est pas juste être un peu stressé, c'est vraiment une usure physique et mentale, avec des conséquences potentiellement graves. D'ailleurs, la source fait un lien très clair entre ce stress et ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les RPS. C'est quoi exactement ces RPS? Alors, les risques psychosociaux, ou RPS, c'est l'ensemble des risques pour la santé mentale, mais aussi physique et sociale, qui sont causés par le travail lui-même, par les conditions d'emploi, l'organisation, les relations. Le stress, c'en est une manifestation importante, c'est sûr, mais c'est pas la seule. Dans les RPS, on met aussi par exemple les violences internes, comme l'harcèlement, ou externes, comme les agressions par des clients, et puis l'épuisement professionnel, le burn-out. D'accord. C'est plus large que juste le stress, alors. Oui, et ce qui est crucial à comprendre, c'est que ces RPS, c'est rarement juste un problème isolé, un individu fragile. C'est souvent le signe, le symptôme de problèmes plus profonds dans l'organisation du travail. Une charge trop lourde, pas assez d'autonomie, des mauvaises relations, un manque de reconnaissance, une insécurité. La source d'ailleurs, elle les regroupe en 6 grandes familles de facteurs. 6 familles. Ah oui, c'est précis. Vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr. Alors, premièrement, il y a les exigences du travail. La quantité, la complexité, la pression du temps, comment on arrive à jongler avec la vie perso. Ensuite, les exigences émotionnelles, devoir cacher ce qu'on ressent, être face à la souffrance. Troisièmement, le manque d'autonomie, pas pouvoir décider comment on fait son travail, ne pas être consulté sur ce qui nous touche. Après, quatrièmement, les rapports sociaux dégradés, ça c'est le manque de soutien des collègues, de la hiérarchie, les conflits, le harcèlement. Cinquièmement, les conflits de valeurs, faire des choses qui vont contre nos principes, notre éthique professionnelle. Et enfin, sixièmement, l'insécurité de la situation de travail, la peur de perdre son boulot, la précarité, les changements constants pas clairs. C'est vaste. Oui, et ces facteurs, ils sont liés entre eux, ils interagissent. Mais si on prend un peu de recul, ce qu'il faut retenir, c'est que ça pointe rarement une faiblesse individuelle. Ça pointe plutôt vers l'organisation, le management, la culture dans l'entreprise. Des choses qui peuvent poser problème et qui demandent une réponse collective. C'est très clair, oui. Et l'ampleur du phénomène, elle est énorme en fait.
Les chiffres donnés dans la source, ils datent un peu, mais ça donne quand même une idée. Un rapport de l'OIT, basé sur des données de 2007, parlait de 40 millions de personnes touchées par le stress au travail dans l'Union européenne. 40 millions! Et une autre étude, de 2009, disait que le stress serait responsable de 50 à 60% des journées de travail perdues en Europe. Là, ça devient vraiment frappant. Le coût humain, il est évident, mais le coût économique aussi, il doit être considérable. Ah oui, absolument. Et cette réalité, elle a des conséquences juridiques très importantes en France. L'employeur, il a une obligation générale de sécurité. C'est dans le Code du travail, l'article L 4121. Et cette obligation, attention, c'est pas juste la sécurité physique, c'est aussi protéger la santé mentale des salariés. Donc le stress, les RPS, ça tombe en plein dedans. Exactement. Ça veut dire que l'employeur doit prendre des mesures pour prévenir ces risques. Et si un salarié tombe malade à cause du stress au travail, la responsabilité de l'employeur peut être engagée. Alors attention, le stress lui-même, c'est pas une maladie professionnelle reconnue comme ça, mais une maladie psychique qui en découle, une dépression, une anxiété généralisée, elle peut être reconnue d'origine professionnelle. Ah oui. Et comment ça marche concrètement ? C'est pas si simple, il faut prouver un lien direct, essentiel, entre la maladie et le travail habituel. Et puis, il faut que la maladie entraîne une incapacité permanente d'au moins 25%, ou le décès. C'est l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale qui dit ça. Souvent, ça passe par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le CRMP. D'ailleurs, un article du Code, D461-27, dit que ce comité peut demander l'avis d'un spécialiste comme un psychiatre pour aider à établir le lien. C'est une procédure, quoi. Oui, c'est une procédure parfois complexe, mais les chiffres, eux, ils sont inquiétants. On parle d'une hausse de 25% des maladies psychiques reconnues d'origine pro en 2023 et près de 12 000 accidents du travail liés à ça juste pour le régime général. C'est beaucoup. Oui, plus 25%, c'est une augmentation énorme. Et justement, la source cite une décision de justice intéressante de la Cour de cassation en 2013. En gros, elle dit qu'un salarié absent longtemps pour épuisement professionnel, si c'est lié à un manquement de l'employeur à son devoir de sécurité, genre une surcharge de travail pas gérée, on ne peut pas le licencier juste pour ça, pour absence qui désorganise l'entreprise. Tout à fait. Ça montre bien que l'employeur ne peut pas juste fermer les yeux. Bon, alors face à tout ça, l'impact sur le corps, les facteurs dans l'entreprise, l'ampleur du truc, les conséquences légales, la grande question c'est on fait quoi ? Comment on prévient efficacement ce stress ? Et là, l'approche mise en avant, c'est vraiment une approche collective. Oui, c'est ça le point clé. L'accord de 2008 insistait déjà là-dessus. Il ne s'agit pas de rendre les gens individuellement plus forts face au stress. Non, il faut s'attaquer aux causes, à ce qui génère le stress dans l'organisation du travail. C'est la prévention primaire, comme on dit. Agir à la source. Exactement. Et ça, c'est d'abord la responsabilité de l'employeur, toujours selon cet article L4121-1. Il doit mettre en place des actions de prévention, y compris pour les RPS. Il doit informer, former les salariés et surtout, il doit adapter le travail, l'organisation, les méthodes, les moyens pour réduire le stress. Mais comment on s'assure que ça reste pas juste des mots, des bonnes intentions sur le papier ? Ah, c'est la question essentielle. C'est là qu'intervient l'évaluation des risques. L'employeur doit évaluer tous les risques, RPS compris, et il doit écrire les résultats et les mesures prévues dans un document, le fameux DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Mais attention, ce DURP, c'est pas juste un papier à remplir pour être en règle. Ça doit être un vrai outil pour piloter la prévention. Il faut le mettre à jour régulièrement, au moins une fois par an, et surtout dès qu'il y a un changement important dans le travail. Et ça suffit d'avoir un DURP ? Non, bien sûr. Comme vous dites, le document seul, ça change rien. La vraie question, c'est est-ce que les mesures prévues sont vraiment mises en place ? Est-ce qu'elles sont efficaces ? Et pour ça, il faut que tout le monde s'y mette. La direction, les salariés, les représentants du personnel. Il faut un dialogue social constant là-dessus. D'ailleurs, la source donne des pistes concrètes. 6 grands axes ou leviers pour prévenir les RPS. C'est quoi ces leviers, Eve ? Oui, ça donne un cadre pratique. Alors, le premier, c'est informer et former. Faire en sorte que tout le monde comprenne ce que sont les RPS, d'où ça vient, les conséquences et ce que chacun peut faire. Le deuxième, c'est réguler la charge de travail. S'assurer qu'elle est faisable, qu'on a les moyens, le temps et qu'on peut en parler. D'accord. Charge de travail, c'est un point qui revient souvent. Oui, le troisième levier, c'est le soutien social.
le soutien des collègues, l'entraide, mais aussi celui de la hiérarchie. L'écoute, l'aide technique, la reconnaissance. Quatrièmement, favoriser l'autonomie et la participation. Donner des marges de manœuvre, impliquer les gens dans les décisions qui les concernent. Cinquième levier, la reconnaissance. Pas que l'argent, hein, c'est aussi les retours qu'on vous fait, la valorisation de vos efforts, de vos compétences. Et enfin, sixièmement, et c'est très important, donner les moyens de débattre de la qualité du travail. Pouvoir discuter ensemble de ce que c'est un travail bien fait et comment on peut y arriver malgré les contraintes. C'est logique, mais ça peut sembler un peu abstrait, peut-être. Comment on passe de ces grands principes à des actions concrètes dans une boîte? Alors, la première étape, c'est de bien regarder ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Faire une évaluation fine des facteurs de RPS, peut-être par service, par métier, en parlant avec les gens, en faisant des groupes de discussion, peut-être aussi avec des questionnaires comme ceux de l'INRS. L'idée, c'est d'objectiver un peu les choses, d'identifier où sont les vrais problèmes. D'accord. Un diagnostic en quelque sorte. C'est ça. Et une fois qu'on a identifié les points noirs, il faut agir dessus. Si c'est la charge de travail le problème, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que les objectifs sont dingues? Est-ce qu'on manque de personnel? Est-ce que c'est mal réparti? Et chercher des solutions ensemble. Revoir les priorités, réorganiser, peut-être embaucher. Si c'est le manque de soutien, on peut travailler sur les pratiques des managers, encourager l'entraide, clarifier qui fait quoi. Si c'est le manque d'autonomie, on peut revoir comment les décisions sont prises, déléguer plus, encourager les initiatives. Donc on revient toujours à l'organisation du travail en fait. C'est pas juste une question de proposer des cours de yoga, quoi. Exactement. Le yoga, c'est bien, mais ça règle pas le problème à la source. La vraie prévention des RPS, ça passe par une action sur l'organisation. Par exemple, réguler la charge, ça veut dire pouvoir en parler ouvertement, la mesurer, veiller à l'équilibre vie pro-vie perso, respecter le droit à la déconnexion, développer le soutien, ça peut être former les managers à l'écoute, mais aussi mettre en place des cellules d'écoute, en soutien psychologique, en lien avec la médecine du travail. Assurer la reconnaissance, c'est réfléchir aux différentes manières de valoriser les gens. L'argent, oui, mais aussi les perspectives d'évolution, la reconnaissance symbolique et s'assurer que c'est juste. Et pour l'autonomie? Mais pour l'autonomie, ça peut être faire plus confiance, avoir un management moins vertical, utiliser le reporting intelligemment et pas pour fliquer à outrance, co-construire les fiches de poste, discuter ensemble des règles du télétravail. L'important, c'est que ces actions soient vraiment adaptées à l'entreprise, qu'elles soient discutées avec les salariés, leurs représentants, et qu'on suive ce que ça donne, pour voir si ça marche et ajuster si besoin. C'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est fini, hein. C'est un processus continu. C'est une approche très complète et exigeante aussi, on sent bien. Alors si on essaye de résumer un peu tout ça, le stress au travail, c'est une vraie réaction du corps à un déséquilibre qu'on ressent. Un déséquilibre souvent causé par l'organisation du travail elle-même, ces fameux RPS. Ces risques, ils ont des conséquences graves pour la santé des gens, mais aussi un coût économique et des implications légales pour les entreprises. Du coup, la prévention, c'est pas juste une bonne idée, c'est une nécessité. Et ça doit être une démarche collective qui agit sur les causes profondes dans l'organisation, pas juste sur l'individu. Finalement, on pourrait dire que le bien-être au travail, c'est une responsabilité partagée, non? Oui, c'est une excellente synthèse, c'est tout à fait ça. Et peut-être, juste pour ouvrir une dernière petite piste, les sources comme celle-ci, elles expliquent très bien les mécanismes, les risques, les lois, les actions à mener. C'est très utile. Mais au-delà de cocher les cases, de respecter la loi, le vrai défi, n'est-ce pas, de créer une véritable culture de prévention. Une ambiance dans l'entreprise où ça devient normal, acceptable et même bien vu, de parler de sa charge, de ses difficultés, du stress qu'on ressent, sans avoir peur d'être mal jugé ou mis de côté. Quel changement profond dans la tête et dans les habitudes de tout le monde, managers, salariés, il faudrait pour que cette culture s'installe vraiment au-delà des plans d'action écrits sur le papier? Voilà une excellente question pour terminer. Ça nous donne matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet.